Je suis rentrée les 12 heures sur une banane. Ouais, oui, c'est pas mal. Enfin, il vaut mieux. Ce grand débat sur à l'arrivée de Florence à Paris, c'est ça. Je te fais un lion qu'on pourrait intégrer ici. Et ce petit corps-là, vraiment avec des spermatozoïdes qui pourraient venir de derrière. Ça va, ça? Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Florence. Florence a 55 ans et avec elle, nous avons discuté du rose et des encyclopédies, des accouchements dans un dispensaire, d'Amérique du Sud et de voyages en fourgon, de vaginisme et de culpabilité, mais aussi de l'importance du choix des pronoms et de matching tattoo. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Ouais, notamment parce que j'ai adoré porter mes enfants. Je trouve que ça donne une sensation de puissance qui est assez phénoménale. En revanche, j'ai pas tellement aimé être une petite fille parce qu'il y avait pas mal de choses qui m'étaient interdites. Moi, j'étais ce qu'on appelle toujours un garçon manqué. Ce qui me plaisait, c'était de grimper dans les arbres, de construire des cabanes, de jouer aux cow-boys et aux indiens. Et j'adorais me promener torse nu. Et ça, très tôt, on m'a dit, non, faut que t'arrêtes, quoi, c'est pas possible. Et je comprenais pas, T'avais des frères, par exemple, qui se baladaient torse nu, à qui on disait rien, et tu trouvais ça pas juste ? Alors, j'ai 2 frères qui sont beaucoup plus âgés que moi, et notamment, effectivement, mon frère aîné, qui, lui, passait sa vie torse nu. Donc, effectivement, ça a vraiment été un modèle pour moi quand j'étais petite. Et c'est vrai que, oui, j'avais envie de faire comme lui, quoi. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, être féminine ? Dans mon idée, être féminine, c'est arborer tous les artifices de la féminité. Pour moi, c'est effectivement beaucoup le maquillage, les vêtements, donc tout ce qui est robe, les couleurs aussi. Le rose, c'est la couleur que j'aime le moins, c'est le rose. Justement, le fait que ce soit très genré, ça a participé au fait que je n'aime pas cette couleur-là. Je me rends bien compte que ça ne m'empêche pas d'être une femme. N'empêche que, dans ma vision des choses, la féminité, c'est ça. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une petite fille ? Alors, de façon générale, je pense que mes parents n'ont pas été ravis de mon arrivée. Parce que je suis la 6e. Et en fait, je pense que si, à l'époque, les moyens de contraception avaient existé, ils se seraient arrêtés à 4, voire même avant. Mais il y a eu 2 accidents de parcours, donc je suis le 2e. Clairement, ça n'a pas été une bonne nouvelle que ma mère se retrouve enceinte. Après, que je sois une fille ou un garçon, franchement, ça ne changeait rien pour eux, quoi. Et c'était comment de grandir avec 5 frères et sœurs ? Ça a été paradoxalement presque la sensation d'être fille unique parce que donc comme je suis la dernière, j'ai un grand écart d'âge avec les autres. Ma sœur qui est la plus proche de moi, elle a 4 ans de plus que moi et on ne s'entendait pas très bien, donc on avait peu d'activités communes. Et les autres, ils étaient vraiment beaucoup plus âgés, quoi. Ils ont entre 19 et 13 ans de plus que moi. Quand j'étais enfant au primaire, eux, ils étaient déjà partis de la maison, quoi. On ne peut pas vraiment grandir dans une famille nombreuse. Non, j'ai pas du tout la sensation d'avoir grandi dans une famille nombreuse. Enfin, j'avais des copains, des copines qui avaient des frères et sœurs du même âge. Clairement, c'était pas du tout la même ambiance, quoi. Et tes parents, ils avaient quel rôle justement au sein de votre famille ? Le rôle de mes parents, c'était très stéréotype de l'époque, hein. Je suis née en 67, donc mon père, en plus, quand je suis née, moi, était déjà âgé, puisqu'il avait 54 ans. Il avait grandi dans un autre monde, quoi. C'était donc la répartition des rôles, par exemple, à la maison, c'était simple. Ma mère faisait tout. J'ai aucun souvenir de lui allant au travail, par exemple, parce qu'il a été à la retraite. Je devais avoir 5 ou 6 ans, donc. Et quand il arrivait à la maison, il mettait les pieds sous la table et puis voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Il représentait la famille à l'extérieur. Ça, vraiment, c'était son rôle, ce qui convenait tout à fait à ma mère, puisqu'elle était plus introvertie. Sinon, oui, c'était vraiment l'archétype de la famille à l'ancienne, quoi. Malgré le fait que ton père il était à la retraite quand t'étais petite, il s'est pas plus occupé de toi ? Il était pas plus à la maison ? Non, il n'a pas été beaucoup plus à la maison parce qu'il était maire de la commune dans laquelle on habitait. Il faisait partie de l'association des donneurs de sang, des anciens combattants, enfin de plein de choses.
J'ai très peu de souvenirs d'activités ou de discussions avec lui, j'en ai quasiment pas, quoi. Et ta maman, elle était mère au foyer ou elle travaillait aussi? Elle était mère au foyer. Avec 6 enfants, je pense qu'elle avait de quoi s'occuper, quoi. Enfin, même si on a été un peu étalés dans le temps. T'avais quelle relation avec tes parents? Alors avec ma mère, j'étais très proche, on discutait facilement. Avec mon père, il y avait beaucoup de distance. C'est les stéréotypes de l'époque, quoi. Quelqu'un qui montrait pas ses sentiments, qui ne parlait pas tellement, qui s'intéressait finalement peu aux enfants. Donc relation cordialement distante, on va dire. Est-ce que ton papa, ça a été un papa d'adulte? C'est-à-dire, une fois que t'es devenu adulte, il s'est un peu plus intéressé à toi? Non, enfin, il n'a pas eu le temps. Il est mort, j'avais 21 ans. Ça a été difficile? Ouais, ça a été difficile. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, avant, j'étais persuadée de ne pas l'aimer. Et en fait, quand il est mort, je me suis rendu compte que si, en fait... Ouais, qu'il avait beau pas être trop présent, c'était... Voilà. Ta maman, elle est encore là? Non. Non. C'est ça quand on vieillit. Hein. Ouais. Non, elle est morte il y a 11 ans. C'est quand même beaucoup plus récent. Et ouais, j'ai eu la chance de la voir quand même beaucoup plus longtemps. Et t'as été proche d'elle? Ouais. On habitait loin l'une de l'autre, mais ça n'empêchait pas la sensation de proximité. Et c'était quelqu'un avec qui tu pouvais discuter de tout? Alors de tout, avec une certaine limite, notamment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir que la sexualité était absolument tabou. Donc ça, clairement, c'était un sujet dont il n'a jamais été possible de parler. Même tout ce qui est ton éducation sexuelle, ou même t'expliquer ce que c'était, les règles, tout ça, non? Ah non, je n'ai eu aucune explication chez moi. Je me souviens que la seule chose qu'elle a faite, c'est un jour, elle m'a montré un paquet de serviettes hygiéniques en me disant le jour où tu en as besoin, c'est là. Je ne savais même pas ce que c'était et à quoi ça pouvait servir, donc non, zéro explication. Moi, les seules informations que j'ai pu avoir, c'était à l'école. Donc j'ai appris la reproduction, et puis les copains après ce qui se racontent dans la cour d'école, mais oui, ça s'est arrêté là, quoi. Oui, parce qu'en plus, tu disais que t'étais pas trop proche de ta sœur, donc ça n'a même pas été dans le cadre familial. Je me souviens d'une fois où elle m'avait dit qu'elle n'était pas allée en sport parce qu'ils allaient à la piscine. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que je pouvais pas. J'ai dit mais pourquoi tu pouvais pas? Je comprenais pas, quoi. Ça m'a pas beaucoup aidé, quoi. Et toi, alors, du coup, ton premier souvenir qui concerne la sexualité, c'était à quel âge? 6 ans, je pense, un truc comme ça. Mon frère aîné a toujours eu énormément de livres. Je passais un temps fou dans sa chambre à feuilleter des livres. Et il avait notamment une collection, une encyclopédie, comme ça se faisait à l'époque, avec tout un tas de, 25 volumes, un truc énorme. Au niveau de la lecture, on m'a jamais donné de limite. Et il y avait un tome sur lequel il était question de la reproduction. Je me souviens très bien, il y avait la photo d'une femme enceinte, on voyait son ventre. J'étais assise avec ce bouquin sur les genoux, et ma mère est arrivée, elle m'a engueulée, ce qu'elle ne faisait jamais. Et ce livre, elle m'a interdit de le regarder. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que je pouvais, je venais regarder ce livre en me disant mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans que... Voilà, donc c'est mon premier souvenir. T'as associé ça, du coup, avec un sentiment de honte ou pas trop à ce moment-là? J'ai bien senti l'interdit. Donc c'était un sujet dont on ne parlerait jamais. La honte, je crois pas, non. Après, il y a d'autres souvenirs aussi, alors un peu liés aussi avec ce côté-là, c'est chez ma grand-mère, il y avait des moutons. Quand les brebis mettaient bas, j'avais pas le droit d'aller voir, quoi. On me faisait rentrer une fois que le mouton était sorti. Et là, je comprenais qu'on voulait me cacher quelque chose, mais je voyais pas, parce que, je pense que j'avais compris assez tôt quand même que, il fallait un mâle et une femelle pour qu'il y ait un bébé, et puis que le bébé, fallait bien qu'il sorte à un moment donné, mais voilà, c'était vraiment très flou. Et du coup, avec tous ces tabous et toutes ces images auxquelles tu n'avais pas accès, ces conversations que tu ne pouvais pas avoir et tout, comment t'as construit ton image de la sexualité? Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à me souvenir de ce que j'imaginais. Parce qu'après, malgré tout ça, je me souviens quand j'étais au collège, des photos d'images pornographiques, ça circulait aussi, quoi. Donc, je pense que dès la 6e, j'ai pu être mise face à ce genre de choses. Notamment des garçons qui venaient avec ça et puis qui étaient tout contents de nous montrer ce qu'ils avaient piqué à leur grand frère. Ça a beaucoup été ce que racontaient les autres, quoi. Et ces autres, tu pouvais en discuter avec eux ou c'est juste des bribes que tu percevais comme ça?
Alors c'est plus des bribes que je percevais parce que le côté on n'en parle pas, c'était intégré, quoi. Même si tu étais avec des amis ou des gens qui pouvaient en discuter, toi, t'en parlais pas. Moi, j'étais pas à l'aise du tout. Est-ce que tu te rappelles à cette période-là peut-être avoir découvert la masturbation ou pas trop? Alors, je me souviens absolument. Ça, je m'en souviens. Tout à fait. C'est resté gravé. C'est resté gravé parce qu'en fait, c'est l'orgasme qui est arrivé alors que je ne m'y attendais absolument pas, que ce n'était pas du tout le cadre où ça aurait dû avoir lieu, puisque je me trouvais au collège, en classe. Ah oui, effectivement. Ce n'est pas le moment. Voilà. Et donc, c'était la fin de l'heure de cours. Il fallait prendre des notes, écrire tout ce qu'il y avait au tableau. Et j'étais en retard, donc je me dépêchais. Ça avait déjà sonné, donc j'étais un peu speed. Je me tortillais sur ma chaise, comme ça, en serrant les cuisses. Et puis, paf, il y a un truc qui s'est passé. Et En puis, prenant des notes. voilà. Et parce que j'étais, enfin, je sais pas, c'est dans la position, tu vois, Ouais. les jambes jambes serrées, serrées, tu te tortilles sur la chaise, enfin, ça finit par forcément stimuler le clitoris, quoi. Même si à l'époque, évidemment, je savais pas du tout ce qui se passait. Et voilà, un orgasme. Et à partir de là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça se renouvelle. Parce que t'as tout de suite trouvé ça cool, ça Oui. t'a pas fait flipper ni Ah rien. non, ouais. non, ça m'a pas. Non, ce qui me faisait flipper, c'était le fait d'être en retard et d'entendre la sonnerie. Voilà. Quand ça t'est arrivé de façon aussi accidentelle que en étant pressé et en serrant les jambes et tout, quand tu te dis je vais recommencer, du coup ton réflexe c'est de te dire je vais me remettre à serrer les jambes, à me retortiller, ou tu te dis j'essaye d'autres trucs? Alors, il y a eu ça, effectivement, au début. Je me souviens très bien, en fin de cours, comme ça, avoir tenté de... ça fonctionne. J'attends d'être en retard. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, non, c'est vrai qu'au début, c'était ça. Chez moi, un peu, alors, j'ai adopté, je sais plus, ça porte un nom, le humping, je crois, c'est le fait de mettre un truc entre les jambes et de se frotter dessus. J'ai vite trouvé que ça fonctionnait. Et encore aujourd'hui, ça reste... au niveau masturbatoire, pour moi, ce qui fonctionne le mieux. Et est-ce que tu as tout de suite associé ça à de la sexualité? Non, pas du tout, je crois. C'était du plaisir, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais. Souvent, les premières expériences comme ça, surtout quand elles arrivent dans un cadre où c'est un tabou autour de toi, du coup, très vite, tu te dis merde, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Et du coup, en fait, toi, c'était tellement accidentel que pas du tout. Ouais, non, j'ai jamais eu vraiment cette sensation de il faut pas que je le fasse. D'interdit. Bon, j'ai quand même. J'ai jamais fait devant quelqu'un, quoi. Donc j'ai quand même dû comprendre que peut-être il y avait un truc, cette zone-là, c'était peut-être il valait mieux pas trop en parler. Est-ce que tu te rappelles ce que c'était pour toi faire l'amour? Pour moi, c'était ça justement, c'était faire l'amour. Donc l'amour devait être présent avant. Ça, c'était ma vision à l'époque. D'abord, il fallait qu'il y ait les sentiments. Et puis après, je pense que j'imaginais, à partir du moment où il y a des sentiments, on sait ce qu'on a envie de faire. Je me mettais pas une pression particulière non plus, quoi. J'avais pas l'impression que ce serait compliqué. Et est-ce que ça te faisait envie? Oui, parce que le côté, je connaissais le plaisir toute seule, mais j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner à deux, quoi. Et c'était quand ta première fois? Alors ma première fois, ça a été complètement foiré. Comme beaucoup de premières fois. J'avais 17 ans. En fait, j'ai découvert à ce moment-là ce sur quoi je ne savais pas mettre un mot sur le coup, mais que je souffrais de vaginisme. Donc la pénétration n'a pas été possible. Et lui est parti du principe que, puisque c'était pas possible, c'était pas trop utile qu'on continue, quoi. C'est-à-dire que du coup, juste après, vous vous êtes séparés? Pratiquement, oui, quelques jours après. Enfin, on a continué à se voir un peu, et puis ça s'est arrêté, quoi. Et le fait que tu n'arrives pas effectivement à mettre le mot vaginisme dessus, qu'est-ce que ça t'a fait dans ta tête? Alors, il se trouve que l'homme en question était grand. J'ai mis un peu cette difficulté sur le compte de la différence de taille. Tu t'es pas dit que tu avais un problème, quoi? Tu t'es dit... Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais cela dit, après, j'ai découvert ce mot vaginisme, je ne sais plus comment, sur une revue quelconque. Alors, T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ah oui, du coup, le vaginisme, tu l'as découvert à ce moment-là. Enfin, Ouais, du coup, ouais, et t'as mis un mot dessus. Oui, peu de temps après, en fait. C'est super, déjà. C'est déjà vachement bien que j'ai pu trouver ça, parce que après, il y avait quand même un truc, je n'avais jamais réussi à utiliser des tampons. C'était un truc que je n'arrivais pas. J'ai quand même compris qu'il y avait un truc, quoi, qui, a priori, ne fonctionnait pas très bien. C'est ouf parce que tu vois, même aujourd'hui, alors que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, on rencontre quand même encore beaucoup de femmes qui n'en ont pas entendu parler ou qui souffrent de vaginisme depuis longtemps et qui n'ont jamais croisé ce mot-là, ou personne qui a pu leur expliquer pourquoi, même les gynécos, qui ne savent pas
à une nana, tu sais, c'est compliqué parce que tu peux souffrir de ça, peut-être que c'est pour ça que tu n'y arrives pas ou que le tampon c'est difficile, enfin tu vois, tout ce truc-là. Toi, tu te rappelles dans quelle revue t'as vu ça ? Je me rappelle pas, je me souviens que c'était chez une de mes sœurs aînées, le genre de revue, alors, peut-être bêtement, un programme télé dans lequel il y avait des pages, sinon sexualité, au moins psycho, du courrier des lecteurs et puis des trucs sur la psychologie. Et d'ailleurs, je me souviens que c'est dans la même revue que plus tard, j'ai découvert les personnes transgenres. Je ne sais pas quelle était cette revue, mais franchement, pas mal. Pour l'époque, c'était super bien, quoi. Parce que, moi, ça m'a appris plein de trucs, quoi. Et notamment pour le vaginisme, effectivement, ça m'a permis de savoir que c'était un problème qui existait et puis qu'on pouvait trouver des solutions aussi, quoi. Donc c'était quand même le début d'une transformation, quoi. Et à l'époque, dans cette revue, il parlait déjà de personnes transgenres, parce qu'il y a une époque où on parlait plutôt de personnes transsexuelles. Effectivement, quand je te dis personne transgenre, je le dis avec mon vocabulaire d'aujourd'hui. Okay. Après, à l'époque, quel mot était utilisé, là, je me souviens pas du terme exact. Okay. Du coup, dans ta tête, à ce moment-là, après cette première fois, tu te dis que c'est potentiellement un problème de taille, donc tu vas pas forcément chercher à régler tout de suite cette histoire de vaginisme. Alors si, quand même, parce qu'au tout début, je me suis dit c'est un problème de taille, et puis après, j'ai découvert cette notion de vaginisme, et donc là, je me suis dit que potentiellement, il y avait un problème de taille, mais il y avait aussi un problème chez moi. Donc j'ai essayé de régler le problème. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de régler le problème ? Je me suis rééduquée, entre guillemets, avec des bouts de ficelle. En termes de bouts de ficelle, on va dire plutôt stylo-bille, voilà, ce genre de choses, quoi. Tu as utilisé la technique d'essayer de faire rentrer des objets de plus en plus larges pour voilà, c'est ça, ouais. Habituer ton... Aujourd'hui, il existe des sets de dilatateurs qui vont du plus petit diamètre au plus grand, et à l'époque, on faisait avec les moyens du bord. Exactement, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et je me souviens très bien que le premier truc, c'était un stylo-bille. Après, il y a eu l'étape de m'habituer aussi à mettre des tampons, parce que j'avais bien compris que c'était quand même beaucoup une question de relâchement. Je ne sais plus aussi comment je me suis débrouillée à ce moment-là, mais j'avais mis la main sur une méthode d'auto-hypnose pour justement travailler sur la relaxation aussi, quoi. Quand je faisais ces exercices, puisqu'on va appeler ça comme ça. Et donc là, ma vraie première fois, même si je sais que le terme est mal choisi, ma première pénétration, j'avais 19 ans, et ça s'est passé sans problème. Mais moi, à l'intérieur, pendant très longtemps, j'ai ressenti une appréhension. Je mets tous les guillemets du monde autour de cette première fois qui s'est bien passée parce que c'était ta première pénétration. Est-ce que justement, ce moment-là, t'étais relâchée, t'étais apaisée, ou est-ce qu'en fait, t'avais aussi cette appréhension ? Enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu expliques que cette fois-là, ça se soit bien passé ? Je pense que ça s'est bien passé parce que 2 ans s'étaient écoulés et je m'étais, entre guillemets, habituée à cette sensation de pénétration. J'étais allée voir un gynécologue aussi, donc la vraie première pénétration, ça a été celle-là, celle du spéculum. Est-ce qu'à l'époque, t'étais allée voir une gynéco pour parler de ça ? Quand j'ai découvert ça, j'étais mineure. À l'époque, on ne pouvait pas aller chez un gynéco seul quand on était mineur. Donc non, je ne suis pas allée voir un gynéco pour ça. Je suis allée voir une gynéco, en l'occurrence, pour avoir une contraception, en anticipant les futures relations sexuelles. Mais pas du tout parler de ces difficultés-là, quoi. T'en as parlé à quelqu'un d'autre, à des amis ou... Ah non. Et à tes partenaires, t'as pu en parler ? À ce moment-là, non, pas du tout. J'en ai parlé au père de mes enfants, mais bien longtemps après, je ne sais plus pourquoi. Je l'ai raconté à mon partenaire actuel. Mais sinon, non, au moment où c'était un problème, je n'en parlais pas. Mais du coup, cette première pénétration chez le gynéco, elle n'a pas été compliquée ? Eh ben non. Cette méthode d'auto-hypnose qui m'avait appris, à me détendre, je pense que forcément, je l'ai utilisée. C'était quelqu'un de relativement doux, puis selon toi, est-ce qu'elle avait mis du lubrifiant ou je ne sais pas, bref, en tout cas, ça s'est bien passé. Ouais. Et dans les relations que tu as eues après, quand il était question de pénétration, est-ce que tu as eu des difficultés qui ont empêché, ou est-ce qu'avec tout ce que tu avais mis en place, tu avais toujours l'appréhension, mais après, ça s'est toujours passé ? Ça s'est toujours passé sans problème après, oui. Juste une petite appréhension à l'intérieur, mais psychologique, on va dire. Mais physiquement, aucun problème. Et aujourd'hui, pareil, je mets tout plein de guillemets, est-ce que tu as le sentiment que c'est réglé ? Oui, vraiment, aujourd'hui, j'ai aucun problème à la pénétration, j'ai pas du tout d'appréhension non plus. Après, ça dépendrait du partenaire. Mon partenaire actuel, c'est quelqu'un qui est très, justement, qui ne met pas la pénétration au centre du rapport sexuel, donc ça aide aussi.
Et puis c'est clair que quand on passe plus de temps en sexualité orale, avec des caresses et tout ça, ben forcément aussi la pénétration, quand elle a lieu, elle est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus d'excitation auparavant, quoi. Parce que bon, ça c'est quand même aussi des effets quand on vieillit, c'est que la lubrification peut mettre plus de temps à se mettre en place. Donc effectivement, plus on passe du temps à faire autre chose que la pénétration, mieux c'est. Ce changement dans la lubrification, toi, tu le daterais à partir de quel moment? Tu sais pas trop? Non, je ne saurais pas dire de quand ça date. Parce que donc, je suis ménopausée. Pour moi, ça n'a pas été un chamboulement extrême. Enfin, je ne souffre pas justement de ce genre de problèmes particuliers comme la sécheresse vaginale ou ces choses-là. C'est vraiment des trucs que j'ai la chance de ne pas connaître. Donc, je me rends compte quand même que effectivement la lubrification prend plus de temps, mais je pense que c'est plutôt venu un peu au fil du temps. Il n'y a pas eu de moment de cassure, tu vois. Du coup, la ménopause, pour toi, ça n'a pas représenté un moment de changement? Il y a quand même eu un changement dans le sens où avant, je portais un stérilet. Du coup, je ne sais pas exactement de quand date ma ménopause, parce que sous ce stérilet, je n'avais pas de règles. Et comme le critère qui fait dire que tu es ménopausée, c'est 1 an sans règles, ben... Un jour, je suis allée voir la gynéco en lui disant « Bon, il faut m'enlever le stérilet maintenant, là. Enfin, j'ai envie de savoir où j'en suis, quoi. » À partir de ce moment-là, je n'ai jamais eu mes règles. Donc, c'est que je le suis. Maintenant, depuis quand exactement, je ne sais pas trop. Bon, après, ce que ça a quand même changé, c'est que bon, du coup, voilà, plus besoin de contraception. Ça, c'est bien. Tu l'as enlevé à quel âge, ton stérilet? 52 ans. Donc, ça fait 4 ans. Pour moi, la ménopause, ça a surtout été une libération dans ce sens-là, parce que justement, plus de contraception, plus de risque de syndrome prémenstruel, par exemple. Enfin, moi, j'avais pas mes règles avant, mais il y avait quand même des changements comme ça. J'ai quand même eu des symptômes de la ménopause. Les fameuses bouffées de chaleur, ça, j'en ai encore quelques-unes, mais ça diminue beaucoup. Difficulté d'endormissement un peu, une propension à grossir. Ça date avant de quand j'ai enlevé le stérilet. En fait, moi, j'ai commencé à ressentir les premières bouffées de chaleur autour de 45-46 ans, dans ces eaux-là. Et puis, à ce moment-là, effectivement, j'avais tendance à grossir de plus en plus. Je me suis mise à la course à pied à 47 ans. C'était pas pour maigrir. C'était pas dans cette optique-là. De la même façon que je me suis mise à la méditation après, c'était pas dans l'idée que ça pouvait me servir. Mais il n'empêche que tous ces trucs-là, eh ben, c'est ce qu'on conseille pour bien vivre sa ménopause. Donc c'est comme si, je sais pas, j'avais instinctivement ressenti qu'à ce moment-là de ma vie, j'aurais besoin de pratiquer ces trucs-là pour que la suite se passe bien. Pour les bouffées de chaleur, est-ce que tu as trouvé une solution, un truc qui fonctionnait bien sur toi pour les atténuer? Alors, il y a des choses qui fonctionnent relativement bien. Alors déjà, boire beaucoup d'eau. Pour moi, c'est le signal, c'est un peu le rappel que j'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui, donc là, je bois un grand verre en général. Après, il y a un autre truc qui fonctionne très bien, qui est plus ou moins agréable, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est alcool et café. Et pour la prise de poids, du coup, ce que j'ai fait, c'est beaucoup diminuer les quantités de ce que je mange. Parce que ça, le fait est qu'avec la ménopause, le métabolisme il change et on a besoin de moins de calories. Donc, j'ai réduit les quantités, quoi. Et aujourd'hui, ton corps, comment est-ce que tu t'entends avec lui? Je me sens super bien dans ma peau. Au niveau sportif, je n'arrête pas de progresser. Clairement, je me sens physiquement en nettement meilleure forme maintenant qu'à 30 ans. Ça, c'est chouette. Ça fait du bien de l'entendre. Non, mais c'est pour ça que j'aime bien le dire aussi, parce que je sais effectivement que ça peut remonter le moral à pas mal de monde. Est-ce que tu te montres nue facilement? Maintenant, oui. Pendant longtemps, ça a été un problème. Parce que je me trouvais moche. Et puis parce que ça se faisait pas. Enfin, chez moi, clairement, c'était pas un truc qui se faisait. Maintenant, non, ça va, pas de problème. Il faut dire aussi que quand on a quelqu'un qui nous dit régulièrement t'es merveilleuse, t'es super jolie, bon, forcément ça aide. Et c'est cette personne que tu viens de rencontrer? Que j'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant, ouais. Je crois que j'ai commencé à me regarder moi d'abord avant de le rencontrer, en fait. Ça s'est plus fait dans cet ordre-là. Je pense que ça s'est... J'ai commencé à mieux me regarder et à me regarder peut-être avec plus de bienveillance. Oui, voilà. Tout à l'heure, tu parlais de tes grossesses. Tu les as bien vécues, tes grossesses? Oui, ça. Moi, j'ai adoré être enceinte. Enfin, c'était vraiment une sensation qui m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance aussi de ne pas avoir de problème, des nausées assez classiques de premier trimestre, mais pas rien de catastrophique.
Les deux, je les ai vécus dans un environnement un peu particulier, puisque la première fois, avec mon compagnon, on était en voyage en Amérique du Sud. J'ai passé toute ma grossesse en fait sur place et j'ai accouché en Bolivie. Pour la deuxième, après, on travaillait pour une ONG en Angola. Donc j'ai accouché à Luanda, en Angola. Et les accouchements sont toujours bien passés? Eh ben oui, très bien. Le premier, c'était dans un petit dispensaire avec une infirmière belge qui travaillait en Bolivie depuis une quinzaine d'années. C'est un excellent souvenir parce que c'était vraiment une ambiance très familiale. En Angola, c'était dans une clinique avec une gynécologue qui avait été formée en Union soviétique. Donc la délicatesse, ça n'était pas tout à fait son truc. Mais sinon, les choses se sont bien passées, ouais. Et la période d'après, le postpartum, tu les as bien vécus, retrouver ton corps, puis être enceinte, avoir un bébé? De ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Enfin, j'ai retrouvé mon corps aussi très très vite. Enfin, quelques jours après, je pouvais remettre mes vêtements d'avant. Et si on ne le savait pas, ne pouvait pas imaginer que j'avais été enceinte, quoi. Alors après, ce qui a été très compliqué pour moi, c'est le manque de sommeil. Parce que par contre, je suis une marmotte, donc surtout mon fils aîné, c'était le genre à se réveiller 4-5 fois la nuit, et ça a duré jusqu'à la naissance du deuxième, donc c'était compliqué. Mais à part ça, ça va. Et est-ce qu'avec eux, justement, là où toi, tu pouvais pas discuter avec tes parents de sexualité, tu t'es dit que ce serait bien d'en discuter avec eux? Tout à fait. Alors après, il faut s'adapter à l'interlocuteur, c'est-à-dire qu'eux étaient plus ou moins réceptifs, l'un plus réceptif que l'autre. Ils l'ont toujours su qu'ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient, sachant qu'évidemment, il y a des âges où la mère, c'est à peu près la dernière personne à qui on va poser des questions, mais ils savaient qu'ils pouvaient le faire, quoi. Non, puis je me souviens d'une fois où je devais faire remplacer mon stérilet, justement. Je l'avais chez moi, puisque j'étais allée le chercher à la pharmacie. Et je me suis dit, tiens, ça pouvait être intéressant de leur montrer à quoi ça ressemblait, quoi. Alors, il se trouve qu'il y avait des copines, des enfants qui étaient là. Donc, j'avais demandé à tout le monde, est-ce que ça vous intéresse? Alors, il y en a qui voulaient pas, qui étaient gênés. Il y en a qui ont dit oui, oui, oui. Donc, voilà, ceux qui avaient envie, je leur ai montré, je leur ai expliqué. J'étais pas forcément toujours très à l'aise, mais clairement, je voulais le faire, ouais. Et leur père, il était disposé de la même façon à avoir ces discussions-là avec eux Il était disposé pareil. Alors, par contre, on n'a jamais eu de discussion tous ensemble. C'était ou avec moi ou avec lui. En tout cas, j'ai pas souvenir que ce soit arrivé. Quand il posait des questions, ouais, c'était plus en tête-à-tête. Ouais. Et est-ce que tu as eu une volonté à un moment de te dire tiens, moi j'ai eu ce modèle-là quand j'étais petite, mes parents se comportaient de cette façon-là, tiens, moi je vais faire pas du tout pareil, ou est-ce qu'au contraire, tiens, moi il y avait ça que j'ai bien aimé, je vais essayer de le reproduire. Comment est-ce que d'un schéma, d'une éducation que tu as reçue, comment est-ce que toi tu te dis ok, moi, qu'est-ce que je vais construire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Forcément, il y a des choses que tu as envie de reproduire et il y a des choses que tu n'as surtout pas envie de reproduire. Et là aussi, moi, du coup, le fait d'avoir des frères et sœurs nettement plus âgés, ça m'a vachement servi. Parce qu'en fait, forcément, ils ont eu des enfants bien avant moi. Pendant toute mon adolescence, j'ai vu des bébés à la maison. Et puis, j'ai vu comment les parents se comportaient avec les bébés. Et donc, j'ai vu des trucs qui me donnaient envie et d'autres où je me disais non, ça, c'est vraiment pas du tout, quoi. Après, bon, effectivement, il y a des trucs sur lesquels mes parents, donc à l'époque, ne m'ont jamais frappé. Ce qui aujourd'hui paraît la base, mais dans les années 70, c'était pas si évident. Ça fait partie des choses dont je m'étais tout de suite dit que oui, je le reproduirais, quoi. Et il s'est avéré que des fois, quand t'es vraiment à bout, ça peut partir, quoi. C'est un accident, mais voilà. Ça m'est pas arrivé très souvent, mais j'allais m'excuser après. Et pareil, ça c'était un truc que tu partageais avec ton compagnon à l'époque, ce truc de les enfants on les touche pas? Ah oui, ça ouais. Après, il y avait des visions différentes. Enfin, forcément, il y a toujours des visions différentes sur l'éducation des enfants. Ma mère avait toujours fait passer ses enfants en premier. Ma belle-mère, c'était plutôt l'inverse. Son mari passait d'abord. Et donc, pour moi, il était évident que j'allais reproduire la même chose. Et pour mon compagnon, c'était évident que j'allais reproduire la même chose que sa mère. Forcément, ça posait des problèmes là-dessus. Moi, c'est un truc sur lequel je ne pouvais pas transiger, quoi. Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés? Non, c'est séparés. Les enfants étaient grands, ils étaient adultes. Donc, ce qui a fait qu'on s'est séparés, c'est on a vécu 30 ans ensemble, quand même. Donc, en 30 ans, tu évolues, quoi.
Bon, il y a un moment où je me suis dit, ça n'a plus de sens, quoi. Vivre avec quelqu'un dont tu as l'impression que tu partages plus grand-chose. J'aurais bien aimé vieillir avec lui aussi, au départ. Mais il y a un moment où tu te dis, c'est pas pour moi, quoi. C'est toi qui as pris cette décision ? Ouais, Comment il l'a vécu, lui ? mal. Et tes enfants? Ils ont été plus ou moins surpris, selon, mais en tout cas, ils l'ont accepté sans aucun problème. Ils m'en ont jamais voulu. En revanche, effectivement, il y a eu une période où ils se sont plus préoccupés de leur père qu'auparavant, ce que je trouvais au demeurant très bien, parce que ça a été un des effets, à ce moment-là, en tout cas, qui ont pu être positifs, c'est que ça les a rapprochés, en fait. On est divorcés, mais on est toujours en contact. On possède toujours une maison en commun. Donc voilà, vraiment, la relation existe toujours. Elle a évidemment complètement changé. C'est vrai que les enfants, c'est quand même l'un des sujets qui nous relie le plus et puis qui nous reliera toujours, quoi. Donc, t'as pas de souci de ce côté-là. Et aujourd'hui, du coup, t'es avec quelqu'un d'autre ? Tout à fait, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, on est en relation, on vit chacun de son côté. Donc, ça va faire 2 ans. Ou 3, je ne sais même plus exactement. Honte à moi. Non, ça doit faire 3 ans. En termes de performance de masculinité, il est très actuel, je trouve. Il n'est pas du tout dans ce côté très viril dans lequel on a pu grandir, quoi, l'un comme l'autre. Il a quel âge ? Il a 62 ans. Il a quand même grandi dans un environnement où, un vrai mec, c'était un gros macho, et puis qui ne montrait pas sa sensibilité, alors que lui, il n'est pas du tout dans cette optique-là, et clairement, c'est ce qui me plaît le plus chez lui, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que ta sexualité, elle a changé ou elle a évolué ces dernières années? Oui, je pense qu'elle est devenue beaucoup plus facile, beaucoup plus joyeuse. Notamment grâce à ce nouveau partenaire? Complètement, grâce à lui, ouais. Sur le plan sexuel, ouais, ça fonctionne très très bien entre nous deux, ouais. Est-ce que vous êtes à l'écoute l'un de l'autre et que vous communiquez beaucoup? Ouais, et puis il y a beaucoup de douceur. Et puis comme je disais aussi tout à l'heure, c'est quelqu'un pour qui la pénétration n'est pas fondamentale, quoi. Ça change aussi la façon dont on vit la relation, quoi. Et ça fait partie des choses qui sont particulièrement extraordinaires au sens littéral chez lui. C'est que pour quelqu'un de son âge aussi, c'était pas gagné, quoi. Il s'est beaucoup renseigné, il a toujours été comme ça? Je pense qu'il a toujours été comme ça. Pour ce que j'en vois, ce que j'en sais, c'est quelqu'un qui est hyper attentif au plaisir de l'autre. Et je pense qu'il prend autant de plaisir, sinon plus, à en donner qu'à en recevoir. Donc clairement, ça me motive, je pense, à apprendre à connaître le corps de l'autre et à s'amuser avec. Est-ce que la sexualité, ça pouvait être un sujet de frustration, de dispute dans ton couple avec le père de tes enfants ? Oui. Je l'ai quitté il y a 4 ans, mais ça faisait quelques années que nos relations s'étaient espacées. Et puis, avant, on n'avait pas le même rythme. Je pense qu'il avait plus de besoins que moi. On n'était pas hyper compatibles, finalement, sur ce plan-là. Donc, il y a toujours une espèce de décalage, quoi. Ce qui faisait que la communication était très compliquée là-dessus. Donc, oui, ça a pu générer beaucoup de frustration de son côté à lui. De mon côté, plus que de la frustration, je pense que c'était de la culpabilité. De la culpabilité de quoi? Sans aller jusqu'au devoir conjugal, le fait de se dire on vit ensemble, effectivement, ce serait normal d'avoir des relations sexuelles plus fréquentes ou en tout cas d'être disponible quand il en a envie, alors que clairement, c'était pas toujours le cas. Et ouais, je me sentais un peu coupable de ça. Ouais. C'était pas le cas parce que c'était des moments où t'avais pas envie, où t'éprouvais pas de désir, ou c'est parce que les relations avec lui, elles t'apportaient pas ce que tu voulais? Un peu des deux, je pensais qu'au fil du temps, après c'est un cercle vicieux, tu sais, moins tu en as et moins tu as envie d'en avoir, et puis plus l'espace entre deux s'agrandit et plus on est pas mal à l'aise, mais un peu gauche quand on reprend, et donc moins ça se passe bien, donc voilà, c'est un espèce de cercle vicieux qui fait qu'au bout d'un moment, tu sais plus comment t'en sortir, quoi. Tu pouvais en parler avec des amis Alors ça a toujours été compliqué par contre, ouais. Parler comme ça de sexualité à un micro ou hors micro, c'est avec le tournant de la 50aine que tout ça est apparu. Qu'est-ce que tu penses qui a changé en toi pour que tu te dises que c'était un sujet sur lequel tu pouvais avoir des discussions? Eh ben, je sais pas trop en fait. J'ai commencé à écouter des podcasts. Ouais, tu rigoles, mais ça a effectivement sans doute joué le fait d'écouter énormément de podcasts, et notamment sur le sujet de la sexualité. Ça m'a habituée à entendre des gens en parler. Et de fait, ça m'a permis de l'envisager
C'est devenu un sujet de discussion comme un autre, quoi. Donc petit à petit, c'est vrai que j'ai pu commencer à en discuter plus facilement dans la vie courante. Et puis voilà, finir par le faire devant un micro. Et tes enfants, justement, ils savent que tu écoutes des podcasts sur la sexualité, que tu participes à Entre nos lèvres aujourd'hui. Enfin, est-ce que ce sont des conversations que tu arrives à avoir avec eux? Oui, tout à fait, ils le savent. Alors après, les conversations sont plus ou moins faciles et plus ou moins ouvertes avec l'un ou avec l'autre. J'ai aucun problème à le dire, oui. D'ailleurs, enfin, je suis à peu près certaine qu'ils écouteront. L'un, c'est sûr, l'autre, c'est presque sûr. Tes enfants sont très différents tous les deux? Oui, ils sont tous les deux très différents. Alors, c'est 2 garçons, mais l'un des 2 est trans. Mon fils cadet, en fait, a été élevé en tant que fille, puisque c'est comme ça que son genre avait été déterminé à la naissance. Donc, même si avec leur père, on n'a jamais fait de différence, enfin, au niveau de l'éducation, pour nous, c'était 2 enfants, et il n'y a jamais eu de choses qui étaient interdites à l'un ou à l'autre en raison de leur genre. Ça joue peut-être aussi sur... pas sur sa personnalité, évidemment, parce que ça n'a rien à voir, mais sans doute sur la relation qu'on a, lui et moi, puisqu'il y avait cette espèce de connivence qui n'existait pas entre son frère et moi. Ça a été facile pour lui de te dire qu'il était trans? Je pense que ça a été relativement facile, oui. Enfin, ça reste un moment compliqué parce que j'ai bien vu que c'était pas si simple, même s'il savait que ça se passerait bien, puisque la transidentité, c'est un sujet que je connais, auquel je m'intéresse depuis longtemps, dont on avait eu l'occasion de discuter déjà auparavant. Il savait que c'était un sujet lambda, enfin, il n'y avait pas de problème avec ça. Même si, oui, quand on exprime ce qu'on est vraiment au fond de soi, je pense que c'est toujours compliqué. Il a fait son coming out il y a combien de temps? À l'été 2021. Ça s'est fait par hasard. En fait, on était dans un bar. Il me racontait qu'il venait de s'inscrire sur un forum. À l'inscription, on demandait le prénom des gens et leur pronom aussi. Et donc, je lui ai demandé, et toi alors, quel pronom est-ce que tu as choisi? Là, il m'a répondu, il ou elle. Donc voilà, c'était sa façon de faire le coming out. Et toi, du coup, si tu lui as posé la question, c'est que tu sentais? Je sentais que depuis quelque temps, il y avait clairement des interrogations sur son genre. J'avais la sensation qu'il se sentait non-binaire, plutôt, qui est peut-être finalement plus proche de la réalité, mais dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, notamment sur les papiers d'identité, on est soit masculin, soit féminin, et il se sent malgré tout plus proche du masculin. Et son père, comment est-ce qu'il a réagi, lui? Son père a réagi sans problème. Enfin, s'il y a un sujet qu'il ne s'est jamais vraiment intéressé à ce sujet-là, mais moi, ça m'est arrivé de lui en parler. Il est d'une famille aussi très ouverte de ce côté-là, donc c'était pas... un peu une surprise, quand même. C'était pas le genre de choses auxquelles on s'attendait, mais ça s'est bien passé. Ouais. Et pour son frère aussi? Pour son frère aussi, passer le moment de se dire « Ah, mais mince, alors j'ai un frère maintenant, c'est bizarre ». Il faut se réhabituer à parler de la personne, mais différemment. Et ça, c'est vrai que ça demande du temps, en fait. Parler au masculin, changer le prénom, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, c'est facile relativement parce que physiquement, dans sa façon de s'habiller, dans son allure, on voit que le masculin, ça lui va bien. Maintenant, si on pense à lui il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, il était vraiment dans beaucoup de stéréotypes féminins. C'est vrai que là, c'est plus compliqué d'utiliser le masculin pour faire référence à cette période-là. Mais sinon, aujourd'hui, non, aussi bien pour son père que son frère, que pour moi, que pour le reste de la famille, d'ailleurs, c'est acquis, c'est acté. Il n'y a aucune réaction malveillante. Tout le monde est au contraire très soutenant et très heureux de voir qu'il est heureux comme ça, quoi. Il en est où dans son parcours de transition? Il est sous traitement hormonal depuis un peu plus d'1 an. Récemment, il a pris rendez-vous avec 2 chirurgiens en prévision de faire une mastectomie. Pour le premier rendez-vous, il m'avait demandé de l'accompagner, donc ce que j'ai fait. Pour le second, en fait, il a aussi demandé à son frère, puisque ça se trouvait dans la ville où son frère habite. Comme son frère était d'accord pour l'accompagner, j'ai préféré les laisser tous les deux, puisque je trouvais que c'était un moment chouette, quoi. C'était un vrai signe de soutien, quoi. Ils ont toujours eu une chouette relation tous les deux et elle perdure aujourd'hui encore?
Ils ont une chouette relation, ouais. Ils sont très différents l'un de l'autre, mais ils s'aiment beaucoup. Enfin, clairement, s'il y en a un qui a un problème, l'autre, il est là en soutien. Après, je pense que ça a été bien aidé par le fait que pendant tout le temps où ils étaient petits, en fait, on a beaucoup ou voyagé ou travaillé à l'étranger. Et donc, on a été vraiment une cellule familiale très soudée. Et puis, typiquement, on a voyagé pendant 2 ans en Amérique du Sud dans un fourgon. Ils étaient le pilier l'un de l'autre, quoi. Donc ça a quand même laissé des traces, forcément. Ouais. Et est-ce que tu as le sentiment, depuis que ton fils cadet a fait son coming out, que maintenant il est mieux dans sa peau, tu le sens épanoui ? Je le sens complètement épanoui, oui, ça c'est clair. Moi, j'ai absolument aucun doute sur le bien fondé de sa démarche. Ça, c'est... J'avais pas forcément l'impression qu'il était pas bien dans sa peau avant. Pas tant mieux, ça. Comme quoi, on ne connaît jamais vraiment le ressenti des gens. Non, mais peut-être qu'il était pas non plus si mal, que t'es pas obligé d'être si mal pour avoir envie de faire un parcours. Non, il n'était pas si mal, mais il n'était pas si bien non plus. Et le fait est qu'en discutant justement avec lui, de comment c'était quand il était au collège, quand il était au lycée, effectivement, je me rends compte que ma vision des choses n'était pas forcément très bonne, quoi. En tout cas, est-ce qu'il est heureux aujourd'hui ? Ça, oui, c'est aucun doute là-dessus. Maintenant, il a totalement trouvé sa voie. Bon, il s'intéresse au tatouage depuis très longtemps et ça faisait un moment qu'il disait qu'il deviendrait tatoueur un jour. Et aujourd'hui, c'est fait. Il a son shop. Moi, je lui avais dit que je me ferais tatouer le jour où lui serait tatoueur. Ça fait bien 1 an et demi qu'on travaille sur un dessin. On voulait un truc qui soit un peu élaboré, donc il n'avait pas envie de faire ça tout de suite. Il voulait acquérir un peu plus d'expérience avant. Donc on a commencé par, et c'est son idée à lui, un petit matching tattoo. C'est un petit papillon. Et un matching tattoo, c'est un tatouage en commun, donc vous l'avez tous les deux, c'est ça ? Voilà, nous avons chacun notre petit papillon. Donc moi je l'ai sur la jambe droite, lui il l'a sur la jambe gauche. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un vrai matching tattoo, c'est-à-dire que chacun a tatoué l'autre. Donc attends, toi tu as tatoué ton fils ? Voilà, tout à fait. C'est ce qu'il m'a demandé à peu près 2 semaines avant la date prévue pour le tatouage. Je lui ai bien précisé que je n'étais pas tatoueuse, que je n'avais jamais fait ça, que je n'avais jamais imaginé faire ça non plus. Mais bon, il a insisté. Donc, la veille du jour J, je me suis entraînée pendant 2 heures sur une banane. Heureusement que la banane ne s'est pas criée, parce que sinon, je pense qu'on l'aurait entendu. Parce que c'était plus de la gravure que du tatouage, en fait. Parce que c'est pas simple d'arriver à bien doser le mouvement pour ne pas trop enfoncer l'aiguille et puis arriver à suivre un trait sans trop dévier, sans... Et puis même c'est la pression un peu de tatouer son fils aussi. Ah mais là on parle de la banane, donc la banane c'était pas trop une pression, mais malgré ça c'était pas simple. Mais moi je vois comment je me fous la pression quand je fais un coloriage en mode je ne dois pas dépasser. Donc là t'imagines, tu fais un tatouage et tu te dis là si je rate, genre c'est foutu. Bon alors là pour ce côté-là, il m'avait bien dit mais si t'es pas exactement sur le trait, c'est pas très grave. Si t'es 1 millimètre à côté, ce qui serait bien c'est que la courbe elle soit correcte quoi. Donc voilà, le lendemain il m'a fait mon petit papillon sur la jambe droite et puis moi j'ai fait le sien. Je pense que j'ai rarement été aussi stressée. Les premiers bouts de traits, je les ai faits en apnée. Et puis bon, petit à petit, ça s'est fait, quoi. Et voilà, on y a passé... j'y ai passé parce que, forcément, je suis plus lente. J'ai passé 2 heures. Et là, récemment, je me suis fait faire le vrai tatouage, celui sur lequel on avait travaillé avant, qui, lui, est nettement plus imposant et nettement mieux fini, évidemment, que ce que j'ai pu faire. On l'a vu, il est très beau. Il est très, très beau. Et tu comptes t'arrêter là ou tu vas en faire d'autres ? Pour l'instant, je m'arrête là, mais on ne sait jamais. Et du coup, le tatouage, tu n'avais jamais eu envie d'en faire, mais parce que ton fils est devenu tatoueur, tu t'es dit, j'ai envie d'un tatouage et en fait, j'ai envie de ce lien-là avec lui. Le tatouage, j'avais jamais imaginé m'en faire un. Après, mon âge entre en ligne de compte, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 20-25 ans, les gens qui étaient tatoués, c'était les bad boys, c'était limite les gens qui sortaient de prison. Une femme tatouée, c'était encore plus rare. Ça m'avait jamais attiré du tout, jamais vraiment traversé l'esprit. Et puis à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc qui l'intéressait vraiment, ça m'est venu assez vite, oui, de me dire, s'il devient un tatoueur, je me fais tatouer par lui. Mais parce que c'est lui. C'est effectivement me faire tatouer par quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas. Est-ce que vieillir, ça te fait peur aujourd'hui ? Non, pas du tout.
Comme je vous ai déjà dit, je suis la plus jeune de la famille. Donc, de toute façon, je peux vieillir autant que je veux. Je suis toujours la gamine de la famille. J'ai souvent entendu le fait que j'étais trop petite ou trop jeune pour comprendre. Ou voilà. Et finalement, pour moi, vieillir, c'est accéder à un statut de grand. Je dois faire partie des vraiment personnes très très rares qui, en voyant leur première ride dans le miroir ou leurs premiers cheveux blancs, ont été contents. C'était le signe que je passais à une étape supérieure. J'ai vraiment la sensation, en tout cas jusqu'à présent, que plus je vieillis, plus je me sens libre. Du coup, c'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir à notre micro et qu'est-ce qui était important pour toi ? Ce que je trouve important, c'est le fait que je sois vieille. C'est chouette. Justement. Et qu'il n'y en a pas eu tellement de personnes de mon âge à votre micro, parce que aussi, de façon générale, il y a très peu de représentation finalement de cette tranche d'âge, même si ça change. Je note qu'on commence à s'intéresser aux gens qui ont plus de 50 ans, ce qui est quand même un peu la moindre des choses, parce que les femmes de plus de 50 ans, c'est quand même 50% des femmes adultes. On est quand même un peu nombreuses. On a tendance à nous planquer un peu, mais moi, ça ne m'empêche pas de me sentir totalement vivante et de prendre la place que j'ai envie de prendre. Mais je pense effectivement qu'il est nécessaire de le montrer, ne serait-ce que pour vous rassurer, les filles, sur le fait que la vie ne s'arrête pas à la ménopause ou à 50 ans, et qu'on peut continuer à s'éclater jusqu'à la fin, quoi. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.